aurait condamné le parti à perdre n'importe quelle élection. Lénine avait dit dès le départ qu'il n'était possible d'accéder au pouvoir que par la révolution. « 1904, le tsar, sûr de la victoire, déclare la guerre au Japon, qui va lui infliger défaite sur défaite jusqu'à une paix humiliante. 1905, c'est l'année de la révolution avortée, matée par la répression. Après une grève à Saint-Pétersbourg, une foule suppliante et pacifique veut remettre à son tsar bien-aimé une pétition appelant à des réformes. Nicolas II refuse de les recevoir et fait tirer sur la manifestation. On ramasse des centaines de cadavres. C'est le dimanche sanglant, le dimanche rouge du 9 janvier. La manifestation était menée par le pope Gapone, à la fois sincère défenseur du peuple et agent de l'Okhrana, la police secrète. Gapone va crier « Il n'y a plus de Dieu ni de tsar ». Dans l'agitation révolutionnaire des mois suivants, se crée le premier soviet. L'État ne sait répondre que par la violence. Image symbolique, cette célèbre scène des escaliers d'Odessa dans le cuirassé Potemkin. Il y aurait eu 2000 morts à Odessa. Pour le peuple, le tsar est tombé de son piédestal. Devant la grève générale et les révoltes paysannes, le tsar va devoir céder. En 1905, il a été obligé une fois. Il a été obligé d'accorder une constitution qui a été la constitution de 1906. Par la suite, il y a eu une Douma, une assemblée, etc. Et il ne s'est jamais pardonné cette concession. Le tsar avait le droit de dissoudre la Douma chaque fois qu'il le voulait. Chaque fois qu'il la trouvait trop contestataire. Il le fit à plusieurs reprises. Il y a eu une période libérale très courte qu'on a de la Douma. Et à ce moment-là, bon, on pensait que il y avait les libéraux, comme qu'on appelait les cadets, les Kadiets, KD, un jeu de mots, constitutionnel démocrate, qui était un peu le parti des parents de Nabokov. Bon. Et puis il y avait les socialistes, eux, qui voulaient renverser le régime. Mais il ne faut pas oublier qu'avant 1914, la Russie était en plein essor. Il y avait eu les fameux empereurs russes qui commençaient à industrialiser le pays. Et il y avait un essor dans tous les domaines, le domaine artistique. Il y avait de la musique, de la peinture, etc., de la poésie. C'est une période foisonnante. Par contre, effectivement, l'appareil d'État était mauvais, était corrompu. Le tsar était un type de bonne volonté, mais faible, manipulé par une camarilla ultra-réactionnaire. En 1906, le tsar choisit un premier ministre de qualité, Stolypine. À la fois homme à poigne, il y eut des milliers de condamnations à mort entre 1906 et 1909, et homme de réforme, qui voulait transformer les paysans en petits propriétaires pour désamorcer les velléités de révolution. Mais Stolypine est assassiné en 1911. En ces années d'avant 1914, tout le monde en Russie voit venir un grand bouleversement dont 1905 a été le signe annonciateur, mais sans imaginer si c'est très proche ou très lointain. Le délabrement du régime est trop évident, la montée des mécontentements des oppositions trop visible. Mais en face, il y a les progrès du pays en train de rattraper son arriération et surtout la puissance de l'ordre militaire et policier. En Russie, la révolution de 1905 à 1917, ça a d'abord été un conte de fées. Et puis d'un coup, on voit que cet élément merveilleux recelait une force colossale. La révolution était un oiseau de feu. Et si l'on veut penser à la mentalité d'alors, ce n'est pas par hasard que le ballet de Stravinsky, L'Oiseau de feu, apparaît à l'époque révolutionnaire. Cet oiseau merveilleux, tout le monde l'appelait de ses voeux. Évidemment, chacun le voyait à sa manière. Mais tout le monde comprenait que, premièrement, tout allait radicalement changer. Deuxièmement, qu'il n'y aurait plus de tsar. Et puis, troisièmement, je le répète encore une fois, l'influence du marxisme était importante et prise très au sérieux. Mieux parfois qu'un historien, un poète peut saisir l'atmosphère d'un lieu et d'une époque. Ainsi le Saint-Pétersbourg des années du début du siècle, dans les vers de ce génial visionnaire, Alexander Blok.
Face à l'horizon rougissant, une ville blême agonise. Le ciel immerge dans le sang son grand corps, fait de pierres grises. Tout est noyé dans le couchant, les vitres et les murs d'usine, la mèche de cheveux mutine, un vieux manteau, rouge et luisant. Le portier d'un rouge vineux répand des seaux d'eau pourpre au soir, et la rôdeuse du trottoir balance des hanches de feu. Dans le clocher à la volée, la cloche bondit, rugissant, qui nous tire comme endiablés, sa sonore langue de sang. C'est le complexe de l'amour du peuple développé par l'élite intellectuelle russe. C'est le complexe de culpabilité de l'intellectuel, ou plutôt de la couche sociale privilégiée qui a accès à tout. L'éducation, le divertissement, la nourriture à foison, etc. Contrairement à cette énorme masse de population russe qui se chiffre en millions et qui n'avait tout simplement pas accès à tout cela. En comparaison avec les pays européens développés, la quantité de gens qui recevaient une éducation et qui savaient lire était étonnamment faible, vraiment. Cette attente de la fin du monde était typique de la noblesse en train de disparaître. Elle était présente chez Bloch, qui, lorsqu'il a appris la tragédie du Titanic, a écrit avec joie dans une lettre « Alors, l'océan est vivant ». C'est ce terrifiant amour pour le trépas dont il parlait, et l'espoir que tôt ou tard surviendrait un ouragan dévastateur qui emporterait tout, et sans pitié. Bien sûr, ce n'est pas Lénine qui a écrit le cycle poétique « Le monde terrible ». C'est Bloch. Mais tous les traits du poème, par exemple les foules de morts-vivants qui se promènent dans les rues, c'est tout à fait proche de Lénine. De tous les intellectuels de l'avant-garde russe déjà liés aux bolcheviks au temps du tsarisme, nul, après la Révolution, ne joua un rôle aussi important que Lunatcharsky, nommé par Lénine commissaire à l'éducation et à la culture. Lunatcharsky était actif depuis 1909-1910 au sein d'un groupe littéraire et d'un périodique, Vorwärts, Progrès. C'est à ce moment-là, avec son ami Bogdanov, qu'il a posé les fondements du proletkult, de la culture prolétarienne. Dans ce groupe, auquel Maxime Gorky appartint un certain temps, ainsi que Bazarov, il pensait aussi, depuis 1909-1910, que le travailleur russe doit s'accomplir par la révolution et doit créer une culture qui l'exprime. Non pas imiter la culture bourgeoise et faire la même chose, mais créer une culture à lui. Le tsar Nicolas II, reconnaissable à son brassard noir, au milieu des officiers de la cour. Il n'était pas fait pour cette charge, et sans doute le savait-il. Il était fataliste, silencieux, prodigieusement têtu et très croyant, sans doute moins concerné par les affaires de l'État que par la santé de son fils hémophile. Il savait avec une certitude absolue que ses sujets lui devaient adoration et obéissance, riches ou misérables, nobles paysans ou ouvriers. Son premier devoir était de préserver l'autocratie. C'était l'ordre des choses pour le plus grand bien de la Russie. Aucun changement, aucune révolte n'était tolérable ou imaginable. D'ailleurs, pourquoi changer? La Russie était un des États les plus puissants du monde, qui avait résisté aux défaites et aux agitations, sans céder à ces chimères de réforme qui l'auraient transformé en monarchie constitutionnelle. Nicolas II savait de son peuple ce que ses ministres lui en disaient et ce qu'il en voyait quand on se prosternait sur son passage. Et il n'y avait pas que le tsar pour penser que si beaucoup de choses avaient changé, c'était surtout pour que rien d'essentiel ne change. Lénine, en 1913, il écrit dans un texte passionnant que tout le monde ignore, qui s'appelle La Nouvelle Démocratie, 1913, c'est-à-dire à la veille de la guerre. Il regarde l'état de la Russie et il dit la Russie se transforme très vite et si nous n'intervenons pas, eh ben, le temps de la révolution sera passé. C'est exactement le raisonnement des terroristes de 1881, c'est-à-dire qu'il y a en Russie toujours, depuis le 19e siècle, une compétition entre réforme ou terrorisme pour aller vers la révolution. C'est-à-dire qu'il y a un refus dans l'intelligentsia. Ce n'est pas la classe paysanne, mais ce sont les élites. Il y a un refus systématique d'une transformation qui puisse venir de la monarchie elle-même.
la répression d'une grève en 1912 fit 270 morts. Le ministre de l'Intérieur déclara « Il en a été ainsi et il en sera ainsi à l'avenir ». Début 1914, il y a 1 million de grévistes dans le pays. La Pravda, bolchevique, est le journal le plus lu par les ouvriers de Saint-Pétersbourg. Ce qui est curieux, c'est que Lénine pensait qu'en 1914, à quelques semaines avant la déclaration de la guerre, il est en vacances dans les Carpates, il dit « il n'y aura pas la guerre ». Nicolas Chat nous fera pas ce cadeau, Nicolas nous fera pas ce cadeau, il n'est pas assez fou parce qu'il va la perdre cette guerre et là à ce moment-là il nous donne notre chance. C'est quand même incroyable. Et avant de partir à Zurich, il disait encore nous les vieux on verra pas la révolution, vous les jeunes vous la verrez, vous voyez. Le 1er août 1914, la Russie entre en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre contre la coalition qui unit l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Turquie. Le tsar est solidaire des Serbes et des minorités slaves. Il rêve de conquérir Constantinople et les Détroits. Soulevé par un grand élan patriotique, auquel ne s'opposent que quelques-uns des révolutionnaires en exil, dont Lénine, la Russie commence par des victoires. Mais très vite, les désastres s'accumulent. La Russie n'a pas les moyens de mener cette guerre nouvelle, totale, longue. L'énorme armée russe va très vite manquer d'armes, de munitions. Elle n'avait prévu que 3 mois de stock. Les moyens de communication sont défaillants. L'alimentation des grandes villes n'est plus assurée. Le tsar décide de partir au quartier général loin de la capitale pour diriger l'état-major où sa présence n'est ni nécessaire ni souhaitée. Nicolas II laisse le pouvoir aux mains de sa femme, la tsarine, à qui on reproche ses origines allemandes et surtout qui est sous la coupe d'un étrange moine, Raspoutine. Dépositaire de l'autocratie, ces deux-là gouvernent à leur guise, avec des ministres réactionnaires, incompétents et impopulaires, pour le plus grand mécontentement de la cour, de la classe politique et du pays. Le pouvoir absolu de Raspoutine sur la famille impériale tenait, dit-on, à son aptitude mystérieuse à arrêter les crises d'hémophilie du tsarévitch, le fils de Nicolas II, le seul, l'héritier du trône. Des complots s'amorcent, qui visent à l'éviction du tsar et son remplacement soit par le tsarévitch avec un conseil de régence, soit par un autre membre de la famille impériale. Tout cela, principalement pour faire disparaître Raspoutine, accusé, entre autres, de sympathie pro-allemande. Ces avertissements sur la guerre étaient... Il avait 2 types d'avertissements. La guerre est dangereuse, et le second type d'avertissement, c'est si je suis assassiné, si c'est une personne ordinaire qui m'assassine, la famille impériale n'en pâtira pas, mais si c'est un membre de la famille impériale, quelqu'un qui touche la famille impériale, toute la dynastie sera à jamais éliminé et mourra d'une façon tragique. En décembre 1916, Raspoutine est assassiné par le prince Yusupov, apparenté à la famille impériale, avec l'aide du grand-duc Dimitri, neveu du tsar. Hiver 1916, le 3e de cette interminable guerre. Au front comme à l'arrière, la Russie n'en peut plus. 16 millions d'hommes, 16 millions de paysans soldats ont été jetés dans la bataille. On ne compte plus les tués, les blessés et les prisonniers par milliers, mais par centaines de mille. Il n'y a plus assez d'officiers de réserve pour remplacer les disparus. Les bénédictions des popes ne remplacent pas les armes et les munitions, que ni les usines russes ni l'aide des Alliés, bien faibles, n'arrivent à fournir. Des divisions entières sont anéanties par les bombardements allemands sans avoir un obus pour répliquer. On charge à la baïonnette contre les mitrailleuses. À l'arrière, les usines travaillent à 80% pour l'armée. Les paysans sont à la guerre et les récoltes réduites n'arrivent plus dans les villes faute de transport. C'est la pénurie de tout, la hausse des prix, les grèves, la répression, seule activité où l'État excelle encore. Quant au moral de l'armée, les agitateurs révolutionnaires et les provocateurs allemands s'occupent de ce qui en reste. En 1917, le front russe a été frappé par une maladie qu'on a appelée fraternisation. On n'avait jamais vu ça sur le front ouest. Le contre-espionnage allemand tentait de démoraliser les soldats des premières lignes de l'armée russe. Les officiers du contre-espionnage étaient envoyés pour fraterniser. Ils endossaient l'uniforme des soldats autrichiens et allemands, et si l'effectif du contre-espionnage n'y suffisait pas, on utilisait de vrais officiers, parmi les plus jeunes. Ils allaient au front avec des cadeaux. Dans les instructions de ces agents allemands, on indiquait qu'il fallait se munir de schnapps et de saucissons. Et quand ils arrivaient au front, ils